Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Alors aujourd'hui, on ne va pas se contenter d'une simple explication du Cloud Act. Non, on va aller beaucoup plus loin. On va le décortiquer, le déconstruire pour vraiment comprendre ce qu'il est, un véritable instrument de pouvoir structurel qui redéfinit les règles du jeu de la souveraineté numérique. Oublions les rappels de base, cette analyse, elle est pensée pour les décideurs, pour ceux qui doivent vraiment repenser leur stratégie. Voilà le programme, on va le faire en 6 temps. L'idée, c'est de déconstruire les mythes, de bâtir une nouvelle vision stratégique et surtout d'arriver à un plan d'action qui tient la route. Allez, on commence tout de suite. Bon, première étape. Et là, on s'attaque tout de suite à l'idée la plus tenace, celle qu'on entend partout. Stocker ces données en Europe, ce serait la garantie de protection ultime. Eh bien, c'est une hypothèse qui en réalité est complètement fausse. Voilà la question fondamentale. Les serveurs, ils peuvent bien être à Paris ou à Francfort, mais si le fournisseur, lui, est soumis à une loi étrangère, qui a le dernier mot ? Qui a le contrôle réel ? On va voir que la localisation géographique, eh bien, ce n'est tout simplement pas la bonne métrique. Et ça, c'est vraiment la thèse centrale de toute notre analyse. La localisation n'est pas la souveraineté. Ce qui compte, ce n'est pas où est le data center, mais qui le contrôle. La nationalité de l'opérateur, la juridiction à laquelle il est soumis, c'est ça qui prime, toujours. Et c'est le pivot de toute stratégie sérieuse en matière de souveraineté. Alors, pour y voir clair, il faut vraiment faire la différence entre 3 niveaux de souveraineté. D'abord, la souveraineté juridique. C'est simple, c'est l'immunité aux lois qui ne sont pas européennes. Ensuite, la souveraineté technique. Là, on parle de maîtriser toute la pile, du matériel au logiciel, de A à Z. Et enfin, la souveraineté opérationnelle. Et ça, c'est s'assurer que personne, mais vraiment personne, même pas un technicien de support à l'autre bout du monde, comme le souligne très bien la Cour des comptes, ne puisse accéder aux données. Le problème, c'est que la plupart des débats se focalisent sur la localisation, en ignorant complètement ces 3 dimensions qui sont en fait les plus critiques. Allez, on passe à la deuxième partie, et là on rentre dans le cœur du réacteur. Le Seahold Act, ce n'est pas juste une loi pour accéder à des preuves dans une enquête. C'est bien plus que ça. C'est un outil qui crée une asymétrie stratégique, une asymétrie fondamentale sur le marché mondial de la tech. Le concept clé ici, c'est l'extraterritorialité. C'est un principe que l'affaire Microsoft Ireland avait déjà mis en lumière et que le Cloud Act est venu en quelque sorte graver dans le marbre. Le point crucial est très simple. Si une entreprise est de droit américain, alors toutes les données qu'elle possède, qu'elle garde ou qu'elle contrôle, eh bien ces données sont aussi sous juridiction américaine, peu importe où elles se trouvent physiquement dans le monde. Regardons comment ça marche, cette chaîne de contrôle. Tout part d'un mandat, d'une décision de justice américaine. Cet ordre est ensuite transmis au siège de l'entreprise aux États-Unis. Et c'est par ce biais que l'ordre s'applique à toutes les filiales, partout dans le monde. C'est clair, la juridiction qui s'applique à l'entreprise passe par-dessus la souveraineté territoriale des données. Alors, quelle est la position officielle américaine ? La voici. Pour le département de la justice, le Cloud Act ne fait que clarifier les choses. Ce n'est pas une expansion du pouvoir. En gros, ils disent que c'est simplement la confirmation d'une autorité qui, selon eux, a toujours existé. Et maintenant, regardons le point de vue européen, avec ici la perspective de la Cour des comptes en France. Là, c'est une toute autre musique. On ne parle pas de clarification, mais bien d'une capacité très concrète d'accéder à des données qui sont stockées hors du territoire américain. La différence de vocabulaire, elle est énorme, et elle révèle une différence d'analyse stratégique qui est fondamentale. Bon, face à ce constat, évidemment, on voit fleurir tout un tas de solutions. Mais est-ce qu'elles sont vraiment efficaces ? Dans cette partie, on va passer au crible les stratégies de protection les plus courantes. Ah, le fameux cloud souverain. C'est un terme qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Ce qui est intéressant ici, c'est de faire la différence entre ce qu'on pourrait appeler la souveraineté marketing et la vraie souveraineté. La première, c'est souvent une coentreprise, une entité locale qui opère une technologie américaine. La vraie souveraineté, celle qui est définie par des référentiels très exigeants, comme Secnum Cloud en France, c'est autre chose. Ça exige une immunité juridique totale, ce qui signifie que le prestataire ne doit pas être soumis à des lois non européennes, par exemple via son capital. Autre solution qu'on entend souvent, le chiffrement. Bring your own key, apportez votre propre clé. Après tout, si les données sont chiffrées et qu'on est le seul à avoir la clé, quel est le problème ? C'est une excellente question, mais la réponse est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Oui, le chiffrement protège la donnée au repos, c'est vrai. Mais il y a des limites, et elles sont critiques. D'abord, le Cloud Act est neutre sur le chiffrement. Mais surtout, et c'est là le point clé, tout ce qui entoure la donnée, les métadonnées, les logs d'accès, la configuration de l'infrastructure, tout ça reste accessible aux fournisseurs. Ces surfaces d'exposition, comme on les appelle, elles persistent, et elles rendent le chiffrement à lui seul insuffisant. Allez, on se projette maintenant vers l'avenir. Le Cloud Act, il a été pensé à l'origine pour les données de communication. Mais ces principes s'appliquent avec une force encore plus grande à la révolution de l'IA.
Et c'est là, vraiment, que les enjeux de dépendance deviennent critiques. On assiste ici à un véritable changement de paradigme. Se faire voler une base de données, c'est un problème, c'est certain. Mais imaginez la capacité d'exiger l'accès à un modèle d'IA propriétaire, un modèle qui a été entraîné sur des données ultra stratégiques, ou même d'exiger les données d'entraînement elles-mêmes. Là, on parle d'une menace d'un tout autre ordre de grandeur. Et donc ces principes d'extraterritorialité, ils s'appliquent maintenant à toute une série de nouveaux actifs qui sont bien plus stratégiques. On parle des données d'entraînement, des poids des modèles qui sont le cœur de la propriété intellectuelle, des prompts des utilisateurs, de toute la chaîne d'approvisionnement. Quand on sait à quel point les hyperscalaires américains dominent ce domaine, on comprend que la dépendance européenne devient systémique. Alors comment est-ce que tout ça pourrait évoluer ? On va passer de l'analyse pure à un peu de prospective, en explorant 3 scénarios possibles pour les années à venir. On peut imaginer 3 futurs. Le premier, c'est la continuité de la tendance actuelle, une dépendance qui s'accroît envers les fournisseurs américains. Le deuxième futur, c'est celui du chaos réglementaire, des entreprises prises en étau entre le RGPD d'un côté et le Cloud Act de l'autre. Et puis il y a une troisième voie, une voie plus stratégique, celle d'une souveraineté qui serait bâtie non pas sur l'isolement, mais sur la maîtrise de l'open source. On arrive à la conclusion avec des recommandations concrètes. Face à toute cette complexité que doit faire un DSI, un RSSI. La réponse, en tout cas, ne se trouve plus dans les simples checklists de conformité. Le changement de mentalité doit être radical. Il ne s'agit plus de cocher une case « mes données sont en Europe ». Non, il s'agit de quantifier froidement le niveau de dépendance réelle de son organisation à des technologies et à des juridictions qui ne sont pas européennes. Voilà à quoi pourrait ressembler un tableau de bord vraiment stratégique. Il ne mesure pas la conformité, il mesure le risque réel. Et les questions qu'il pose sont très directes. Quel pourcentage de vos applications critiques est exposé ? Quelle est votre dépendance réelle en matière d'IA ? Est-ce que vous pourriez migrer ? Et si oui, en combien de temps ? Quels sont les risques cachés dans votre chaîne d'approvisionnement logiciel ? Ce sont ces indicateurs-là qui définissent la vraie résilience. Et on termine avec cette question. Elle résume en fait toute notre analyse. Le Cloud Act nous force à passer d'une vision du contrôle qui est confortable, mais qui est illusoire, basée sur la localisation, à une évaluation lucide, stratégique du contrôle réel, celui qui est basé sur la juridiction et la dépendance technologique. La réponse que chaque organisation apportera à cette question, eh bien, elle définira sa trajectoire numérique pour les 10 prochaines années. Merci.